Allez, je vous propose qu'on attaque. Les invités, un petit peu en retard, nous rejoindront. Alors, je voudrais déjà remercier Christine Poirot de la CCI Formation EESC. À mes côtés, Mathieu Veillé, chargé de mission emploi et compétences à la Maison de l'Emploi du Grand Nancy, que je tiens également à remercier la Maison de l'Emploi pour tout le travail qui a été fait sur le forum dans l'emploi et plus particulièrement sur le job dating d'hier, qui a été, je crois, une fois encore qui a rencontré un grand succès. Il me semble même que dans les chiffres, on a largement dépassé la fréquentation de l'an passé. Donc c'est plutôt un bon signe ou pas, ça veut dire qu'il y a beaucoup d'emplois à pourvoir. On va en discuter d'ici quelques minutes. Et puis j'ai le plaisir aussi d'accueillir avec nous Antoine Texier, le responsable du service emploi et insertion au conseil départemental de Meurthe-et-Moselle. Alors évidemment l'emploi, ça va être un petit peu bruyant parce qu'on a encore les partenaires qui sont juste à côté, qui sont en train d'enlever leur stand. On va essayer de s'y retrouver quand même. Alors l'emploi en restauration, on a l'impression que c'est un sujet qui ne s'arrête jamais, qu'il y a des problématiques, qu'il y a aussi, on va en parler et surtout, j'aimerais qu'on insiste là-dessus, qu'il y a des opportunités aussi. Mais voilà, les chiffres sont là, on a à peu près chaque année 200 000 emplois dans les secteurs de l'hôtellerie, de la restauration, du tourisme, qui ne sont pas pourvus. Alors est-ce que c'est dû à la pénibilité du travail? Est-ce que c'est dû aux problèmes de formation? Est-ce qu'il y a un décalage finalement aussi entre cette formation et la réalité du travail? Est-ce que c'est aussi la place peut-être de l'alternance? Peut-être que vous pourrez aussi en parler puisqu'il y a quelques modifications. Bref, c'est toujours un petit peu compliqué dans le secteur, alors que pourtant, ça recrute, qu'il y a des opportunités, qu'il y a aussi des perspectives de carrière. On l'a vu pendant 2 jours avec nos chefs internationaux qui sont français, donc qui ont tous fait leurs écoles et leurs gammes en France et qui sont partis vers l'international. Donc il y a des possibilités de belles carrières. Quel est votre regard un petit peu sur tout ça, vous, Mathieu? Normalement, les micros sont activés. Ouais. Non, ils ne sont pas activés. Attendez, hop. Là, ça devrait fonctionner. Oui, voilà. Ouais, c'est tout bon. Oui, du coup, j'en ai perdu la question. Je disais un petit peu votre regard un petit peu sur la situation de l'emploi dans la restauration. Est-ce que c'est toujours l'image qui fait défaut et du coup les gens n'ont plus envie de se pencher sur ce secteur-là? Comment vous analysez tout ça, ces déficits de recrutement? Alors, les déficits de recrutement liés au domaine de la restauration et de l'hôtellerie ne sont pas spécifiques à 100% sur ces domaines-là. C'est-à-dire que depuis le Covid, de toute façon, tous les secteurs d'activité ont ces soucis-là et ont des soucis de recrutement. Donc, ce n'est pas spécifique à la restauration, mais il est vrai que de toute façon, depuis le Covid, la recherche des profils, la recherche de la part des candidats est de plus en plus, pas à la facilité, mais à des conditions de travail qui sont peut-être un peu plus avantageuses. Et effectivement, la restauration peut en pâtir, parce que les horaires de travail, effectivement, le télétravail n'existe pas. Enfin, c'est compliqué de faire du télétravail. On parle beaucoup de digitalisation des outils pour beaucoup d'emplois. Dans la restauration, ça existe aussi, mais ça reste aussi des coûts et des charges fixes qui sont quand même assez conséquentes, et donc du coup il faut laisser le temps à venir. Donc effectivement c'est encore impacté aujourd'hui, mais comme tu disais tout à l'heure, effectivement hier il y a eu plus de 200 personnes qui sont venues au salon, au Forum de l'Emploi, donc ça montre quand même qu'il y a des candidats, en tout cas localement, qu'il y a des candidats, qu'il y a des gens qui sont motivés. On a vu tout type d'âge, hein. Il y a eu, ça allait de 18 à 55-60 ans, il y a même des profils seniors, donc c'est des bons signes en fait qui peuvent un petit peu mettre du baume au cœur, quoi. Donc ça veut dire qu'il y a des possibilités, qu'il y a quand même un certain engouement. Vous le sentez aussi sur la formation, Christine Poirot? Alors normalement c'est allumé aussi ou donner le mot. Ça marche. Ça fonctionne, marche. Voilà. Oui, tout à fait. Je rejoins ce que dit Mathieu. Après Covid, il y a eu sur l'ensemble des secteurs. La restauration, alors, en termes d'image, oui, je pense qu'il y a un décalage entre ce que les demandeurs d'emploi ont encore comme image de la restauration et les choses qui sont mises en place justement dans les restaurants. Alors, je vais reprendre, parce que là, je bégaye. On se rend compte que de plus en plus de restaurateurs mettent des choses en place pour améliorer la qualité de vie en entreprise. Et je pense que c'est là où on a un delta, c'est pas assez mis en avant lors du recrutement, lors même de l'offre de formation. Alors nous,
en tant qu'organisme de formation, on essaie justement de montrer qu'il y a aussi des aménagements qui sont faits. On voit quand même de plus en plus d'entreprises de restauration qui passent aux 35 heures, aux 4 jours, qui ont des équipes. Alors, bien sûr, ça dépend de la taille du restaurant, mais je pense qu'il y a ce défaut d'image et qu'il faut maintenant travailler sur cette nouvelle image de la restauration aussi. J'allais justement vous demander qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui. En parler, communiquer différemment, faire des immersions, je ne sais pas, enfin ouvrir encore plus les cuisines. Quelles leçons je pense qu'il y a déjà beaucoup de dispositifs qui existent pour qu'ils puissent faire de l'immersion en entreprise. Après, on connaît les publics, ils vont toujours un petit peu à la facilité proche de chez eux et pas forcément vers les établissements où on pourrait répondre à leurs demandes. Et je pense qu'il y a aussi, de la part de restaurateurs, peut-être plus communiquer sur ce qui est mis en place au sein de leur établissement. On a eu une question hier de la part de jeunes comme on a dans la salle, à nos chefs internationaux qui leur ont demandé le climat social qu'il y avait dans les pays d'où ils venaient. C'est aussi maintenant quelque chose qui est important de savoir les conditions dans l'entreprise, au-delà du métier en lui-même, mais quelle ambiance il y a dans l'entreprise, quels aménagements il y a aussi pour eux. C'est des choses que vous voyez apparaître dans les nouvelles demandes ? Ouais. En fait, il faut savoir qu'on parle de plus en plus de marque employeur. Et en fait, la marque employeur, elle marche aussi pour les restaurateurs et pour l'hôtellerie ou pour tout type de secteur. Aujourd'hui, ce qui compte pour un jeune, c'est d'essayer... Pour reprendre un chiffre, il y a à peu près 60-70% en fait des postes qui sont pourvus par de la candidature spontanée. Donc en fait, la candidature spontanée, elle va venir uniquement de la part du restaurateur qui va justement se vendre auprès du grand public. Et dans ce grand public, sur les réseaux sociaux et n'importe quel canaux digitaux qui peut exister, et ben justement, c'est ce public-là qu'il faut capter et donc de montrer effectivement que tout se passe bien dans le restaurant, qu'il y a une bonne ambiance, qu'effectivement qu'il y a ces démarches RSE aussi. Hier après-midi, justement, il y avait la conférence justement sur l'éco-responsabilité justement des restaurants. Et c'est super important parce qu'aujourd'hui, les jeunes recherchent ce type de structure où il y a justement une éco-responsabilité qui est mise en avant, qui a une campagne RSE qui a fait son chemin et qui est porteuse. Donc aujourd'hui, en fait, ils vont regarder ça et vont se dire, ok, ce restaurant fait attention à l'environnement, et ben peut-être que je vais plus me porter là-dessus. Et vu qu'il y a plus d'offres que de candidats, il va falloir essayer de capter les candidats justement par ces biais-là, quoi. Des valeurs finalement, des valeurs partagées par les établissements, par la société aussi dans laquelle ils entourent, et par les candidats. Vous sentez que c'est aussi quelque chose de fort ? Oui, effectivement. En fait, les valeurs, elles sont super importantes. On est sur un métier, la restauration, c'est un métier passion. Donc, clairement, aujourd'hui, et je pense que les jeunes qui sont là pourront, j'espère qu'ils ne vont pas me contredire, mais quand on a un choix entre aller travailler au KFC ou dans un kebab, etc., ou on peut travailler dans de la vraie restauration, où on sent que le cuisinier, alors je parle pour les métiers de serveur par exemple, mais où on sent que le cuisinier a une vraie passion derrière, que le serveur justement a le plaisir de voir le sourire du client, c'est super important et effectivement c'est des choses qu'on ne retrouve pas sur du fast-food ou autre, et donc c'est là-dessus aussi qu'il faut miser en montrant que justement on est une structure qui fait attention à tout ça, quoi. Antoine Texier, vous qui êtes en lien aussi avec des publics en recherche d'emploi, en recherche d'insertion également, qu'est-ce que vous leur dites, vous, sur le secteur de l'hôtellerie, de la restauration ? Vous leur montrez aussi que c'est des filières qui ne sont pas bouchées, au contraire, il y a beaucoup de débouchés ? Vous avez un micro, voilà, juste devant. Oui. Pardon. Alors, il est branché là. Il est branché. Oui, super. Merci pour votre invitation. Alors, le discours contient, globalement, en fait, on n'a pas forcément des discours formatés par secteur d'activité, parce que du coup, nous, côté département, donc on porte une compétence, donc un chef de fila sur l'insertion, donc on va s'occuper en priorité des publics allocataires du RSA. Donc des publics qui peuvent cumuler un certain nombre de difficultés et pour lesquels, par rapport aux propos déjà tenus par les collègues à côté, il y a effectivement un fort enjeu de lutte contre les représentations
des métiers, parce que ça c'est vraiment très important qu'on s'attache à offrir le plus d'opportunités possibles à ces publics, de vraiment connaître ce que sont les métiers de la restauration en 2025. Souvent ils ont des images qui sont négatives, ils ont pu quelquefois avoir des expériences qui se sont mal passées, mais c'est pas pour autant qu'il n'y a pas un rebond positif qui peut être tenté. C'est pareil pour la formation, hein, de donner envie à un allocataire du RSA d'entrer en formation pour enclencher un parcours, pour donc espérer effectivement s'insérer durablement dans le marché du travail. Donc on a plutôt un certain nombre d'outils que nous maîtrisons, que nous mettons en œuvre avec nos partenaires pour encourager les publics, donc pour s'engager dans une démarche d'accès à l'emploi, d'accès à la formation. On a besoin de la branche professionnelle, on a besoin des employeurs. Pour réussir seul, on ne réussira jamais. Donc on a besoin d'avoir des employeurs, des restaurateurs inclusifs, mais on peut aussi les aider, entre guillemets, façon de parler, à devenir plus inclusifs, en luttant aussi contre des représentations que peuvent aussi avoir la branche professionnelle ou des employeurs au sujet de publics qui relèvent de l'insertion. Qu'un allocataire du RSA, c'est souvent très loin d'être quelqu'un d'incapable, et c'est pour une grande partie, enfin une très grande partie d'entre eux, des gens désireux de retravailler. Donc maintenant, il faut essayer de les attirer dans ces métiers. On a des difficultés dans d'autres filières. Hein. L'aide à la personne, par exemple, c'est une filière sur laquelle on a beaucoup de difficultés. Et c'est important d'y répondre parce que ça repose sur des choix sociétaux aussi. Hein, donc en l'occurrence, là, c'est un peu différent pour la restauration, mais c'est important néanmoins. Comment on fait du coup pour si un restaurateur veut avoir accès entre guillemets à votre public, il faut créer des liens, il faut créer des passerelles, quels dispositifs peuvent être mis en place? Oui, alors il faut se parler. Déjà engager des échanges, donc c'est pas évident parce que on sait que de notre côté c'est difficile pour les restaurateurs de s'engager, de donner du temps. Donc c'est une activité qui est quand même très lourde avec des plages horaires extrêmement larges. Donc mais trouver éventuellement, alors via des outils de branche, une possibilité de se rencontrer et de construire ne serait-ce que des dispositifs d'immersion, de donner envie à des publics de rentrer dans un restaurant pour découvrir des métiers du service, de la cuisine, etc. Donc pour qu'il y ait des représentations qui puissent évoluer, et de manière à ce que le référent unique de la personne en insertion puisse travailler avec cette personne-là pour enclencher des bonnes étapes de parcours. Je discutais avec un monsieur avant de rentrer ici. On peut avoir des difficultés langagières. Donc quelqu'un qui a envie de bosser, mais qui aura du mal à maîtriser le français. Donc on a des offres de services qui sont adaptées pour faire apprendre cette personne-là, pas forcément savoir parler français couramment, mais avoir un français d'usage professionnel. Ça, c'est important. Donc ça peut être du coup assez court à travailler avec des partenaires que l'on mobilise, que l'on recrute, que l'on rémunère. Il y a aussi le problème de mobilité. On a des offres au niveau de mobilité. Quelqu'un qui n'est pas mobile, il peut ne pas être recruté par un restaurateur parce que le restaurateur, il y a souvent par exemple des services en soirée et ça peut être rédhibitoire pour que la personne puisse être recrutée. Donc on peut engager avec le restaurateur un parcours qui va viser à solutionner la difficulté de mobilité. La garde d'enfants, pareil. On a beaucoup d'allocataires du RSA qui sont chefs de famille monoparentales, des jeunes femmes avec enfants. Et encore une fois, des jeunes femmes qui veulent bosser. Là, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais qui ont des difficultés pour faire garder leur enfant. Et qui renoncent à travailler donc, parce qu'il n'y a pas de mode de garde adapté sur des horaires qui peuvent être ceux de la restauration. Donc il faut aussi qu'on travaille là-dessus. Vous voyez, donc il y a plein de freins, il y a plein de choses à mettre en œuvre. On a une offre de service qui est très large, qui peut du coup être assez peu lisible pour les employeurs. Donc c'est pour ça aussi qu'il faut qu'on se cause, qu'il faut qu'on prenne le temps et c'est quasiment du sur-mesure au cas par cas pour que les personnes soient mises dans les meilleures dispositions de manière à ce qu'elles s'engagent pleinement. On a trop de ruptures de parcours.
On a trop de personnes qui viennent dans vos établissements et qui restent peu de temps, parce que voilà, il y a des choses qui n'ont peut-être pas été insuffisamment préparées, côté public bien sûr, donc, et côté accompagnateur des publics, et côté restaurateur également. J'entends bien qu'il y a beaucoup d'efforts qui sont faits pour que les restaurateurs puissent fidéliser ou sécuriser les prises de poste, mais on a des outils qui permettent de les sécuriser, parce qu'on a conscience aussi que les restaurateurs ne sont pas non plus, en termes de compétences RH, des gens en capacité de solutionner toutes les difficultés qui sont face à eux quand ils ont des publics qui eux-mêmes ont des difficultés qui sont très nombreuses. Donc c'est compliqué. Donc je pense que la solution, elle est vraiment sur le fait de se parler. Et ça peut être en one-to-one, ça peut être des choses vraiment sur des petits contingents, du bilatéral. Et éventuellement, il faut vraiment qu'on accepte d'être sur du sur-mesure, me semble-t-il. Très bien. La restauration, c'est aussi un secteur où l'alternance a toute sa place. On le sait qu'il y a beaucoup de débats en ce moment sur l'alternance avec potentiellement des modifications. C'est quelque chose qui peut vous inquiéter, vous, organisme de formation? Alors, moi, je ne gère pas spécialement au niveau de l'apprentissage, mais effectivement, quand j'échange avec mes collègues, ça peut être inquiétant. Alors après, je pense que ces nouvelles modifications peuvent s'adresser peut-être à un public un peu plus âgé par rapport au public que l'on recrute au niveau de l'alternance. Par exemple, on commence au niveau du CAP en restauration. Je pense qu'ils sont moins impactés parce que plus jeunes, donc pas forcément rémunérés au même titre que quelqu'un qui aurait plus de 21 ans. Mais oui, ça peut être inquiétant. Il y a aussi la multiplication des CFA depuis quelques années aussi. Alors sur la restauration, malgré tout, pas forcément beaucoup d'évolution, mais voilà. Après, si on regarde à l'année qui vient de s'écouler, on a quand même, nous, au niveau de notre organisme, au niveau des contrats d'alternance, on a quand même vu une hausse des effectifs sur les métiers de la restauration. Donc c'est plutôt encourageant. On a des demandes encore maintenant. Donc je pense que malgré tout, tout doucement, il va falloir encore un peu de temps, mais je pense qu'on va vers la bonne voie, si je peux dire. Oui. Si tous autant que l'on est, on se parle, comme vous disiez, que ce soit avec les restaurateurs, que ce soit avec les différents partenaires, prescripteurs, financeurs, et on peut, oui, réussir tous ensemble. C'est quelque chose aussi qui vous inquiète sur la partie-là, les modifications, parce qu'on le disait, c'est la restauration et la gastronomie française a son excellence aussi parce qu'elle a des écoles derrière, il y a une structuration aussi très forte, ce qui n'est pas le cas peut-être certainement, on va dire, dans d'autres pays. Donc cette place-là de la formation, cette place-là de l'immersion aussi en entreprise, c'est quelque chose qui semble vraiment important et à préserver. Ouais, c'est important en fait de faire de l'apprentissage ou de faire des campagnes d'immersion justement, parce que ça permet en fait de découvrir vraiment ce qu'est le métier, mais vraiment à l'état pur, quoi. Et là où il y a une difficulté, l'alternance est un dispositif exceptionnel, c'est super bien foutu. Par contre, effectivement, ça demande du temps. Ça demande du temps pour le restaurateur. Et effectivement, si pendant les coups de bourse, c'est toujours plus compliqué. Par contre, à contrario, ce qui est très intéressant, c'est que la plupart des restaurateurs sont quand même des gens qui aiment transmettre, qui ont envie de transmettre leur savoir-faire. C'est pas quelque chose où on va dire c'est mon petit jardin secret et je vais pas le transmettre. C'est totalement l'inverse. Donc l'apprentissage fonctionne très bien sur ces métiers-là. L'immersion aussi, et l'immersion c'est très important aussi parce que effectivement sur l'apprentissage, les choix politiques font qu'effectivement il y a eu un rabot à un moment donné. Mais ça reste toujours accessible. Mais l'immersion aussi permet aussi d'avoir des publics en reconversion. Aujourd'hui, les difficultés de recrutement qu'il peut y avoir dans le domaine de la restauration sont aussi du fait d'un changement d'état d'esprit de la part des générations qui viennent ou même de nos générations, justement, suite à l'impact Covid. Par contre, il y a peut-être beaucoup de profils, à l'inverse, qui ont envie de se reconvertir dans les métiers de la restauration. L'apprentissage, c'est pas le plus adapté parce que justement,
le salaire en conséquence va être beaucoup plus élevé que sur un profil effectivement à 19 ans. Mais justement faire de l'immersion, ça permet aussi de découvrir et de se dire ok, effectivement moi j'ai envie de changer de métier, j'ai envie d'aller vers ces métiers-là. Et c'est des profils qui sont alors pas plus malléables, pas parce qu'ils sont plus vieux entre guillemets, ils sont plus malléables, mais en tout cas qui ont un parcours qui va être réfléchi. Et dès qu'ils auront envie d'y aller, ils vont y aller franco et à fond, quoi. Oui, c'est pas réservé à une certaine tranche d'âge entre guillemets, on va dire, et de se dire après c'est terminé, quoi. Non, non, je pense qu'aucun restaurateur aujourd'hui va dire bah non, je ne vais prendre exclusivement que des jeunes et je veux pas faire profiter ça à des profils en reconversion. Et je pense qu'il faut surtout pas se fermer ce type de public parce qu'aujourd'hui tout le monde a des idées de reconversion. Depuis le Covid, il y a beaucoup de profils qui changent complètement de métier, mais il peut avoir aussi l'effet inverse. Et il faut surtout pas se fermer ces publics-là. Christine, allez-y, je vous en prie. Je rejoins. Et il faut que les entreprises aussi sachent que justement sur ces publics en reconversion, il existe des formations qui les permettent d'obtenir un diplôme, qui sont des formations qui peuvent être financées soit par France Travail ou la région Grand Est. Donc c'est une opportunité. On n'est plus sur de l'alternance et du diplôme classique. On travaille essentiellement les enseignements professionnels parce que effectivement c'est des publics qui ont déjà des niveaux, qui ont déjà des parcours. Je vois sur nos dernières actions en restauration, on a des gens qui sont issus de métiers tels que ingénieurs, tels que... enfin, vraiment, on part dans de la reconversion et on a des outils, on a des formations qui peuvent correspondre à ce type de public. Quel message vous auriez envie de faire passer aujourd'hui, à la fois aux entreprises, mais aussi aux jeunes et moins jeunes finalement, puisqu'on l'a dit, qui auraient envie de se tourner vers ce secteur, qu'il y a des opportunités, qu'il y a des belles carrières à faire, que c'est un secteur de passion, donc forcément de transmission. Oui, non, effectivement, s'il y avait un message à faire passer, c'est ça, c'est de se dire allez-y parce qu'il y a du potentiel et il peut avoir une évolution, mais ça après c'est aux restaurateurs de les mettre en place dès le début, mais il peut avoir des évolutions de carrière et des choses justement qu'on va nous transmettre qui seront très importantes pour l'avenir et à contrario du côté des restaurateurs, faites confiance aussi des fois, on parle beaucoup, donc justement tout à l'heure je parlais de marque employeur, il faut beaucoup communiquer sur tous les outils digitaux, sur les réseaux sociaux, sur l'activité du restaurant. Eh ben, on n'a peut-être pas tous les moyens d'avoir un chargé de communication quand on est dans la restauration, mais par contre, on a une nouvelle génération qui sait travailler avec cet outil-là, eh ben, de se dire, eh ben, ok, pendant ton temps, entre guillemets, ton temps libre entre deux services, si tu veux travailler sur la communication, tu seras payé pour ça, etc. Eh ben, faut pas hésiter à mettre des choses en place. C'est gagnant-gagnant pour tout le monde. Alors, effectivement, ça ne va pas attendre un travail qui pourrait être réalisé par un vrai graphiste. Mais clairement, ça met le salarié en confiance et de se dire, ok, j'ai deux passions. J'aime bien aussi un petit peu toucher à tout ce qui est réseau, mais ma passion numéro 1, c'est la cuisine. Et ben, plutôt que de me poser la question vers où je vais, si je suis dans une structure où on me permet de faire les deux et de mettre en avant ce que je fais et de ce que font mes collègues, ça peut être intéressant. Moi, je dirais aussi aux restaurateurs de ne pas hésiter à venir vers nous, les structures OF, que ce soit CFA, Centre de formation pour apprentis, ou les organismes de formation, parce qu'on a des solutions, on a des dispositifs qui peuvent répondre à leurs besoins. Et c'est important que, alors je ne sais pas si c'est parce que c'est du manque de temps, si c'est par de la méconnaissance ou autre, mais c'est important qu'ils osent de faire cette démarche. Après, nous, on se déplace, il n'y a aucun problème, mais de se dire que voilà, il y a quand même une multitude de partenaires qui peuvent répondre à leurs problématiques de recrutement. Antoine, vous vouliez compléter ? Oui, éventuellement. Alors, peut-être en jouant un jeu, en atténuant ce que je viens d'entendre, parce que du coup, je voudrais un peu alerter quand même sur le contexte. Parce que, donc, en France, au niveau du gouvernement, a été souhaitée la mise en place de ce qu'on appelle la loi plein emploi. C'est important pour vous, c'est important que vous sachiez ça, parce que du coup, la loi sur le plein emploi, donc il y a un impact sur le RSA dit le conditionné, mais au-delà de ça, se met en place en France, dans les départements et sur les territoires infradépartementaux, ce que le national a appelé les réseaux pour l'emploi.
les réseaux pour l'emploi, avec France Travail, donc des réseaux qui sont copilotés par l'État et le département. Là où je veux attirer votre attention, c'est qu'il faudra que la branche professionnelle, les entreprises, les employeurs, les restaurateurs, soient lisibles dans le discours qu'ils peuvent porter dans le cadre de cette organisation pour revendiquer que le secteur de l'hôtellerie, café, restauration puisse être parmi les secteurs qui seront investis dans ce que le national appelle la task force entreprise. Donc, en fait, une organisation des acteurs de l'emploi, de la formation et de l'insertion. Donc, quelque chose qui peut paraître assez nébuleux, parce qu'il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de compétences, beaucoup d'acteurs. Et cette task force elle va pas s'occuper de tous les secteurs d'activité. Là, ce que l'on sait à l'heure actuelle, parce que c'est une loi qui est en cours de déclinaison, c'est qu'a priori, donc, sur des comités locaux pour l'emploi, et il y en aura sur chacun des territoires, il y en a un sur Grand Nancy, Terre-Lorraine, Val-Lorraine ici, il n'y aura pas plus que 5 axes de proposés, et peut-être même moins. Du coup, on sait très bien qu'il y a d'autres secteurs qui sont très bien organisés, très bien rodés, comme le BTP, comme nous, par notre côté, l'aide à la personne, on va vouloir que ce soit un secteur d'activité qui soit investigué en priorité. Donc il y a un enjeu, me semble-t-il, pour la profession, de rendre lisibles ses attendus, ses priorités, et peut-être aussi, je vais plus loin, donc de mieux objectiver ses biens de compétences. Moi, il me semble que là-dessus, en termes de lisibilité, c'est sans doute pas assez lisible. Et de fait, je pense que il faut oser et innover. Je pense que des dispositifs comme des forums, c'est sans doute c'est utile en soi, mais c'est sans doute trop classique. Tout à l'heure, j'ai attiré l'attention sur le one-to-one, sur du bilatéral, sur des choses sur mesure. Ça n'enlève rien au fait qu'il fallait aussi travailler collectivement. Mais je pense qu'il faut changer un peu de logiciel. Et là-dessus, je pense qu'on n'y est pas. Et une partie de la solution, elle est chez vous. Elle n'est pas que chez les acteurs de l'emploi et de la formation. Donc, je n'ai pas forcément de solution toute faite quand je dis ça. Mais je suis sincère dans ce que je dis. Et donc, profitez en fait de la loi Appel l'emploi pour prendre une place dans ces organisations en local, en départemental, pour rendre lisibles vos compétences et essayer d'innover sur le fait de faciliter la mise en relation entre des publics demandeurs d'emploi, des publics qui relèvent de l'insertion et vos besoins de compétences. Et je pense que c'est une partie de votre solution. Sinon, bon, voilà, j'ai peur qu'on soit sur des solutions convenues, sur des offres de formation qui seront malheureusement toujours quelquefois en difficulté d'être remplies. Hein, donc il y a ça aussi, des emplois qui subiront des ruptures de contrats, etc. etc. Il faut accepter aussi que le travail soit un travail un peu plus long terme. Moi, je dis souvent, je me parlais avec monsieur tout à l'heure, je dis souvent, moi, à mes interlocuteurs, que je ne suis pas la réponse d'aujourd'hui, mais je suis sûrement en grande partie celle de demain. Et pour ça, il faut la travailler ensemble tout de suite, de manière à ce qu'on anticipe, voilà, c'est des notions de parcours, c'est pas des résultats immédiats. Très bien, merci. Je propose qu'on passe la parole un petit peu au public, parce que j'imagine qu'il y a certainement des réactions, des témoignages à apporter sur les professionnels, mais aussi sur les jeunes. Si vous avez des questions. Non, rien du tout. Peut-être du côté des professionnels, si vous pouvez témoigner soit de vos difficultés, soit des opportunités. Je vais vous emprunter un micro, peut-être qu'on peut faire passer Vous confirmez quand même, les professionnels, que c'est compliqué de recruter à tout niveau? Effectivement, c'est plus que difficile de recruter. Parce qu'il y a eu déjà une évolution dans les façons de travailler et tout. Et moi, ce que j'espère là, c'est que les jeunes qui sont présents
et ça va peut-être un peu les réveiller. Vous allez nous dire quels sont vos projets professionnels, vos attentes, et comment vous voyez quand vous aurez terminé votre diplôme. Vous voyez où? Vous restez à Nancy? Vous partez bosser ailleurs? Qu'est-ce que vous recherchez dans la vie? Et est-ce que, comme on l'a dit, vous ressentez que c'est un métier de passion et que c'est plutôt chouette parce que la vie, il ne faut pas que ce soit un long fleuve tranquille, hein. Alors, les projets, allez-y les jeunes. Et qu'est-ce qui est important pour vous aussi, peut-être? Oui, oui. Qu'est-ce que vous attendez aussi des professionnels? Qu'est-ce que vous attendez d'un restaurateur, d'un employeur? Moi, là, après le diplôme, je sais pas trop où aller. Je suis passionné par la restauration, notamment par la cuisine. Je me vois bien dans un gastronomique potentiellement étoilé. Après, qu'est-ce que je ferai après l'étoilé, je sais pas. Potentiellement devenir chef, mais ça, c'est plus tard, hein. Et qu'est-ce qui est important pour vous dans l'entreprise? Alors, pardon. Il disait c'est possible de devenir chef et peut-être plus tard. Mais on a quand même un exemple d'un jeune qui est là, présent aujourd'hui. Ah bah attends, qui est abordant. Et donc, qui est maître restaurateur et qui était élève il y a 2-3 ans. C'est ça? Ouais, 2 ans, 3 ans, voilà. Donc c'est tout à fait possible. Tiens. Timothée, vous pouvez peut-être nous en dire quelques... C'est vrai que nous, en tout cas à l'évidence, là où je travaille, on a un gros problème de recrutement, que ce soit en salle ou en cuisine. On a un manque d'envie chez les jeunes. Et moi, à 22 ans, j'ai pris la maturité de faire un petit peu le recul sur tout ça. Et je me dis que dans toutes les écoles où je suis passé, on a toujours fait des concours, que ce soit à titre personnel. Alors avec Franck, on avait préparé le concours des championnats de France du dessert avec un de mes camarades. Et c'était sur notre temps libre et c'était toujours un plaisir de faire des concours ou alors de partir à droite à gauche pour la restauration. Et c'est vrai que c'est dommage, ça s'est beaucoup perdu. On le ressent notamment avec les stagiaires qu'on a, ils sont beaucoup moins patients, passionnés. On a du mal avec tout ce qui est au niveau des bases culinaires. En tout cas, pour ma part, pour le service, c'est vrai que je ne sais pas trop. Mais en tout cas, en cuisine, on a un manque d'envie. Et c'est dommage parce que le métier, il a tellement de portes à découvrir. Et franchement, j'ai été chef grâce à des opportunités. Mais j'ai travaillé j'ai toujours voulu faire plus. Et ça m'a permis d'être chef à 22 ans. Et à cette heure-ci, j'ai la confiance de mon patron. J'ai 8 personnes derrière moi qui travaillent main en main pour réussir à développer, que ce soit la brasserie ou le restaurant. On a également l'hôtel, mais voilà, on peut passer sur le petit déjeuner, comme sur une cuisine de brasserie avec des produits locaux, donc les valeurs du maître restaurateur qui sont vraiment mises en œuvre, que ce soit dans tous les secteurs proposés, et le restaurant où vraiment on essaie de développer de plus en plus une qualité bistronomique, gastronomique. On n'est pas, on va dire, gastro, mais on essaye vraiment d'aller vers l'excellence, que ce soit sur les différents types de restauration proposés. Et c'est là où j'ai envie de dire qu'il y a 2 ans et demi, j'étais à Nancy et je me retrouve chef dans un établissement. Alors on n'est pas sur Paris, on est à Neufchâteau, mais ça fait quand même son boulot quand même, et on arrive à sortir de belles choses avec une équipe soudée, quoi. Bravo, je crois qu'on peut vous applaudir pour votre... Je vais passer le micro à mademoiselle parce qu'on s'est vu dimanche à l'atelier des chefs et mademoiselle a été coachée par l'un de nos chefs à l'international. Et j'aimerais bien savoir, mademoiselle, ce que vous attendez de vos employeurs, quel est votre projet professionnel à terme, à court terme et moyen terme. Je vous laisse vous exprimer. Alors, moi, mon projet professionnel, mon but final, c'est d'ouvrir mon propre restaurant. Donc, j'espère y arriver. Mais tout d'abord, après mon diplôme, j'espère pouvoir aller faire des saisons ou des périodes pour prendre de l'expérience dans des établissements, que ce soit en dehors de la France ou même en France. J'espère partir... là, je sais que j'ai un contrat qui m'attend au Luxembourg.
Et j'ai aussi pas mal de contacts pour aller en Suisse. Et voilà. Moi, j'attends de mon patron qui m'apprenne des choses parce que on en apprend tous les jours, mais que aussi il nous laisse une partie de créativité pour qu'on puisse nous-mêmes nous exprimer dans l'établissement et, bien évidemment, toujours nous guider pour réussir au mieux. Merci. Passez la parole par ici, mesdemoiselles. Donc moi personnellement... Parlez bien dans le micro, s'il vous plaît. Moi personnellement, ce serait pas la cuisine, mais plus l'hôtellerie. Donc peut-être être gouvernante générale ou dans ce domaine. Je ne sais pas encore spécialement. Et qu'est-ce qui vous attire dans ce domaine? Le contact client, personnellement. Voilà. Très bien. Votre voisine? Elle n'a pas plus d'idées. Vous n'avez pas choisi la filière là par hasard, quand même? Si? Le métier de l'hôtellerie, de la restauration, oui. C'est une passion, c'est... Oui. Mais encore? Mais je sais pas encore. Vous savez pas encore? Ok. Derrière, ils ont l'air un peu plus décidés. Ouais, vas-y toi. Vous allez être dans un métier de contact, hein, donc il faut avoir... Moi, personnellement, je suis attiré par le côté tout ce qui est dessert sur assiette dans la restauration. Pour l'instant, j'ai passé qu'un bac pro. J'ai eu l'occasion de faire plusieurs stages, mais on va dire que j'ai pas la prétention de dire que j'attends quelque chose d'un boss ou d'un patron, parce que j'ai pas eu assez le temps de découvrir encore la restauration. Donc j'attends, là je vais partir en stage pendant 4 mois, et peut-être après je pourrai répondre à cette question. Très bien. Et, en Lorraine, on est dans une zone frontalière, donc j'ai entendu mademoiselle dire moi je vais aller bosser au luxe, peut-être en Suisse. Et comment vous voyez par rapport à ce positionnement? Vous pensez rester en France ou vous voulez partir à l'étranger? Je sais pas encore, mais il y a des... Quand on veut, c'est pas plus le fait de partir dans un pays étranger ou de rester en France qui m'intéresse, c'est plus l'établissement. Donc, c'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut... Je sais pas si on m'entend aussi. Qu'est-ce que ça veut dire l'établissement? Par exemple, je sais pas trop. Il y a des pays qui sont, on va dire, plus développés au niveau des établissements. En France, on a plus de variété au niveau des restaurants que certains pays étrangers. Et aussi le droit du travail, il faut prendre en compte. Il y a plein de points qu'il faut prendre en compte. Donc je ne saurais pas répondre non plus à cette question. Carole, je propose qu'on redonne peut-être le micro au jeune homme, je crois, qui est en blanc à côté de Franck. Je crois que c'est vous, hier, qui avez posé la question sur le climat social. Peut-être nous en redire un petit mot, parce que votre question était très pertinente. Ok. D'accord, très bien. Alors, pour me ramener à moi au projet professionnel, moi personnellement, j'aimerais vraiment voyager. Donc bien sûr, si l'économie et les finances me le permettent, vraiment, j'aimerais voyager sur différentes cultures, voir un peu ce qui se passe à travers le monde. Pour après, donc j'aimerais manager, donc à la fin de mon diplôme, si je fais aussi une poursuite d'études en licence, etc., manager du personnel et retransmettre les valeurs, certains principes de la restauration que mes enseignants m'ont transmis et que j'ai pu acquérir sur mes voyages, mes expériences personnelles, professionnelles. Moi, c'est pas tant être en cuisine, travailler. Je pense que je vais forcément passer par là pour me faire un chemin professionnel, etc. Mais voilà, moi, ça serait vraiment manager une équipe, retransmettre. Je sais pas où exactement, mais j'aimerais bien forcément dans un établissement de prestige. Mais moi, personnellement, j'aimerais vraiment aller ailleurs qu'en France. Je sais pas où. Mais c'est vrai que je suis assez curieux sur ce point-là au niveau culturel. Et donc je trouve que c'est essentiel. Et ce que je voudrais
personnellement quand je rentre dans une entreprise. Donc pour voilà, revenir sur le climat social, à travers certains stages, bon, je n'ai pas énormément fait d'entreprise, mais ce que j'ai pu voir vraiment, moi ce qui me mettait en confiance dans mon travail, c'est vraiment la cohésion. Et cet aspect, en fait, on va au travail déjà par passion, et le fait d'être sous pression, mais pour, on va dire, les bonnes choses, transmettre de l'excellence dans les assiettes, transmettre le sourire, vraiment rassasier des personnes à travers des bons produits, etc. Ça, c'est la chose essentielle. Et vraiment ne pas avoir la boule au ventre quand on va au travail, parce qu'on sait que dans les équipes, etc., ça, des fois, ça se passe pas forcément. J'en ai pu avoir certaines expériences. Je trouve que c'est vraiment important. Donc le climat social, certes, faut garder voilà, l'esprit de la hiérarchie, etc. Ça fait partie du métier. Mais quand je dis climat social, c'est vraiment se respecter les uns les autres, que les personnes qui ont plus d'expérience transmettent dans un bon esprit pour qu'on ait confiance, et puis qu'après, à notre tour, on puisse faire notre travail au mieux et puis retransmettre. Voilà. Parfait, merci beaucoup. Je crois qu'on peut vous applaudir tous. Il me semble qu'il est l'heure que vous nous quittiez, donc on va vous laisser reprendre le chemin de l'école. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Est-ce que vous voulez conclure d'une manière particulière, ou est-ce que les témoignages sont intéressants d'entendre qu'il y a une recherche d'exigence, mais en même temps de compétences et de transmission. On sent qu'il y a déjà de la passion dans tout ça. C'est peut-être finalement ce qui rejoint un petit peu tout ce qu'on a dit. De toute façon, c'est un métier de passion, et en règle générale, c'est cette passion qui permet d'avancer, qui va leur permettre d'atteindre l'excellence. Bien sûr. Mais il ne faut pas oublier que, comme dans toute entreprise, il faut des personnes avec des compétences. On parlait de dessert en restaurant, un jeune, enfin de devenir chef, mais il y a aussi tous les autres au sein de la cuisine. C'est une brigade, c'est une équipe. Ouais. Voilà, qui n'ont peut-être pas forcément les mêmes compétences, mais qui sont nécessaires à la vie de l'entreprise. Et c'est peut-être pas forcément les mêmes parcours, mais il ne faut pas les oublier. Mais il ne faut pas les oublier, tout à fait. C'est une affaire d'équipe. On arrête là. Merci beaucoup. Merci madame. Merci messieurs. Merci à tous. Et rendez-vous à très bientôt pour une nouvelle édition du World French Restaurant. Merci à vous. Carole, peut-être un petit mot Un petit mot là, c'est qu'on a la chance d'avoir monsieur Franck Savonnière, qui est professeur de cuisine au lycée Stanislas à Nancy, et j'aimerais bien lui laisser conclure pour une approche par rapport à son expérience personnelle et sur l'échange qu'il a avec ces jeunes. Alors l'expérience personnelle, surtout l'histoire des jeunes. Les jeunes aujourd'hui, vraiment, ils ont vraiment pas... Enfin, ils ont envie de travailler dans l'hôtellerie-restauration et dans la cuisine, mais il faut vraiment leur donner la petite étoile. Si on leur donne pas des trucs, des astuces pour avoir la petite étoile, ça marche pas. Et il n'y a rien à faire, on n'arrive pas à les motiver, ils n'arrivent pas, ils veulent pas avancer, ils avancent. Mais on a du mal de les tirer. Et c'est vraiment, on va dire, un peu le secret du prof, on va dire. Vraiment l'étoile, et ça c'est le plus compliqué aujourd'hui. Ça fait 20 ans maintenant que je suis professeur. C'est vraiment où on avait beaucoup plus de facilité avant. Aujourd'hui, sur une classe de 20 élèves, on en aura 5 ou 6 qui auront l'étoile facile. Les autres, il faudra vraiment aller chercher cette étoile. Vraiment, c'est vraiment le plus compliqué. C'est un moyen de les rassurer aussi ? Oui, c'est un moyen de les rassurer, bien sûr. Ouais. Ça les rassure. C'est peut-être ça, on voyait qu'il y en avait certains, les parcours ne sont pas tout encore... à l'heure, ils ont peur, etc., ils n'osent pas. Alors qu'il y en a certains, ils n'osent pas, mais ils en ont, on va dire, sous la manche, quoi. Ils y arriveront, ils vont y arriver. Mais voilà, il faut aller chercher, et c'est plus compliqué qu'avant, beaucoup plus compliqué. Et comme vous disiez tout à l'heure, le Covid a fait un mal pas possible. Aujourd'hui, ils veulent. Alors c'est normal, je veux dire, ils veulent être à la maison, etc. Mais à un moment donné, il faut bien travailler. Mais c'est pas forcément comment, et à jongler avec les deux, c'est vraiment pas évident. Enfin, vraiment, le métier n'a pas de facilité par rapport à ça, bien sûr. Bien sûr. Merci beaucoup, Franck. Merci à tous.